Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Be Safe. Pour aujourd'hui, le sujet sera la lutte contre la fraude identitaire et documentaire. Et qui d'autre que monsieur Olivier Barbier pour parler de ce sujet. Alors bonjour Olivier. Bonjour Jean-Marc. Nous sommes ravis de t'avoir aujourd'hui avec nous. Alors Olivier, puisque je dois te présenter, tu es ancien membre du comité de direction de l'Imprimerie nationale, actuel président de SCEF, donc Service, Conseil, Expertise et Formation, et également fondateur du site Fraud News recensant l'activité fraude. Comme je viens de le dire et comme nous le voyons, tu as une grande implication dans le domaine de la lutte contre la fraude. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours? J'ai passé un peu plus de 20 ans à l'Imprimerie nationale et donc j'ai été chargé de la réalisation des titres d'identité et de sécurité de l'État en lien avec les autorités de police, de gendarmerie et l'ensemble des ministères, intérieur, défense, ministère des Finances et les ministères régaliens, proprement dit. Puis, à partir de 2007, l'Agence nationale des titres sécurisés qui centralise aujourd'hui l'ensemble des besoins sur les titres d'identité. Et donc, j'ai fait mon parcours durant tout ce temps-là. J'ai eu aussi, bien sûr, le privilège et l'honneur de représenter la France au sein des organisations internationales et européennes, notamment pour la rédaction des spécifications techniques et sécuritaires des documents d'identité de voyage que l'ensemble des pays membres, aujourd'hui de l'OACI par exemple, et de l'Union européenne, vont prendre pour réaliser leur titre d'identité. D'accord. Alors, comme tu viens de le rappeler, tu es un expert de la lutte contre la fraude documentaire. L'édition d'aujourd'hui nous permettra d'aborder trois grandes thématiques. La première, la fraude identitaire et documentaire, pouvoir redéfinir concrètement ce que c'est. Nous allons également parler de l'école BeSafe, parce que Olivier, nous avons la chance de te compter parmi nos enseignants, et ce depuis la création de l'école en 2020. Et enfin, nous allons parler de formation professionnelle, car tu es également formateur et tu as notamment l'opportunité de former des grosses banques et des grosses assurances, et nous reviendrons bien entendu là-dessus. Alors, tout simplement, Olivier, euh, qu'est-ce que la fraude identitaire et documentaire? Alors, la fraude identitaire et documentaire, c'est basé sur la modification, la reproduction ou l'utilisation d'un titre d'identité dans le cadre d'une action malveillante. C'est-à-dire qu'on va falsifier quelque chose, créer un document qui soit identitaire, domicile, revenu, relevé d'informations dans le monde de l'assurance, tout un tas de documents qui permettent d'obtenir des droits et qui permettent d'obtenir, au-delà des droits, on va dire, une fausse image pour faire une escroquerie, etc. Mais ça peut être effectivement un bulletin de salaire où on va modifier nos revenus pour faire valoir qu'on est apte à rembourser des sommes qu'on va demander auprès d'un organisme financier quelconque, aussi bien dans du crédit consommation que du crédit immobilier. Et là, ce sont des sommes qui peuvent faire très mal pour ces organismes-là. Voilà, donc falsification, contrefaçon, usurpation, ce sont aussi des méthodes, donc ça peut être fait par tout à chacun, malheureusement, donc ça peut être une fraude d'opportunité, où un individu lambda, pour obtenir un bien immobilier, va modifier ses revenus, mais on a affaire, la plupart du temps, donc c'est dans le monde de l'escroquerie, évidemment, donc ça, il y a tous les escrocs qui vont détourner de l'argent, etc., mais on a affaire également à des gens pour le blanchiment d'argent. Il y a beaucoup d'argent sale qui circule en France, il faut le savoir, et dans le monde, donc on a besoin de se créer des comptes pour blanchir tout cet argent sale. Il y a également le terrorisme, il ne faut pas l'oublier. Ça peut faire très mal en termes d'image vis-à-vis d'une entreprise. Quand on laisse passer un terroriste dans son entreprise qui mène une action malveillante dans la foulée, l'image de l'entreprise s'en voit sérieusement altérée. On a également le travail illégal, les personnes en situation régulière. Ça touche énormément, là encore, des entreprises et notamment le monde du BTP. C'est un secteur d'activité qui est très ouvert à ces fraudeurs, mais aussi le monde de la restauration. Et donc, on voit aujourd'hui cette actualité au travers du projet de loi sur le travail illégal. Voilà. Donc, il y a tous ces aspects-là. Voilà, donc travail illégal, escroquerie, blanchiment d'argent, terrorisme. Après, il y a toujours l'espionnage industriel ou économique, mais ça touche, on va dire, un secteur d'activité un petit peu, enfin, c'est plus petit quand même. Voilà. Alors, la question que je me pose, moi, c'est en tant qu'expert de la lutte contre la fraude,
dans le cadre d'usurpation d'identité et d'usage de faux documents, quelles sont les évolutions, que tu as pu, apercevoir ces dernières années? Bah, aujourd'hui, la bureautique, faut pas se le cacher, aide énormément les fraudeurs à modifier ou reproduire un document. Ça, c'est clair et net. Et Internet est une source d'information qui permet aux fraudeurs d'acquérir des connaissances et malheureusement des compétences qui vont leur permettre de mettre en application ce qu'ils ont appris au travers de ces médias, on va dire aujourd'hui. On a également l'autre problème, c'est tous ces réseaux sociaux où vous avez des fraudeurs qui vont revendre des faux documents pour bah, inonder un marché auprès d'une population un petit peu faible. Voilà, donc Et ça fait en plus le lien avec, le sujet précédent qu'on a pu aborder avec Jonathan qui, justement, visait à mettre en place un projet de loi, afin d'encadrer cette promotion de la fraude. Alors, juste pour revenir sur ce que tu as dit, tout à l'heure, tu as parlé, de LCBFT, donc de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, et c'est vrai que, ce risque de blanchiment et de financement du terrorisme, peut, être, alors peut-on dire, éviter, mais tout du moins, nettement diminuer, avec un bon KYC en entrée en relation, la question que je te pose du coup, c'est comment avoir un bon KYC en entrée en relation? la première des choses pour avoir un bon KYC, c'est de former les personnels qui vont être chargés de réaliser le KYC, un Know Your Customer, connaissance client, hein, dans la traduction un peu franco-française, il ne faut quand même pas les oublier, et de mettre à disposition des moyens à ces personnels-là. Il ne suffit pas non plus de former one shot, on va dire, des équipes. On assure, moi je le fais pour mes clients, une formation initiale et une formation continue. La tendance de la fraude, les techniques de fraude évoluent chaque année. Les documents qui vont être utilisés pour frauder vont changer de, de- de façon de faire et donc il faut former et informer les équipes qui vont être chargées du KYC. Donc, formation, outils de contrôle automatique autant que possible pour réduire le temps humain gagné en termes de productivité sur l'entrée en relation dans le cadre d'un dossier client. Euh, c'est aussi accéder à des référentiels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, le passeport français, on le connaît. Est-ce qu'on le connaît aussi bien qu'on le pense? Bah, c'est pas sûr. Donc, ça serait quand même intéressant de mettre en comparaison un document client présentant un passeport français, par exemple, et un passeport, le spécimen, où il va y avoir tous les éléments qui vont permettre justement de détecter si le document est vrai ou faux. Voilà. Après, on a également la biométrie qui s'installe un petit peu depuis quelques années dans la détection de la fraude. Et puis, bah, il y a également, c'est les Belges, hein, qui est la Belgique qui a mis ça en place en tout premier, il y a déjà plus de 10 ans. Ce qu'on appelle CheckDoc, c'était la possibilité, pour tout à chacun d'ailleurs, de pouvoir vérifier si le numéro du document d'identité belge était pas mis en opposition, par exemple. D'accord. En France, depuis quelque temps, on voit apparaître une offre qui est très bien, et certainement des choses à améliorer, hein. Je ne maîtrise pas à 100% cet outil, ça s'appelle DocVerif. D'accord. Et donc, ça permet en fait aux différents acteurs qui ont signé une convention avec l'Agence nationale des titres sécurisés de vérifier que le titre d'identité français, bien sûr, hein, c'est uniquement français, est bien conforme à ce qui a été produit par l'État et qui n'a pas été déclaré perdu volé, notamment. D'accord. Alors, tu parlais, tout à l'heure dans l'évolution, des techniques de fraude, de, l'avancée notamment des nouvelles technologies, et c'est vrai que malheureusement, cela sert, et profite, aux fraudeurs, mais cela profite également, aux équipes qui luttent contre la fraude. Notamment avec l'avancée de technologies telles que, l'IA, le machine learning, qui sont de plus en plus implémentées, pardon, au sein d'outils de lutte contre la fraude, la question que je me pose aujourd'hui, c'est, y a-t-il des solutions totalement fiables? Alors, totalement fiable, non. Totalement fiable, non, parce que de toute façon, ça ne répondra pas à l'ensemble des besoins. Et il y aura toujours des hackers qui vont trouver des alternatives pour leurrer ces systèmes. On le voit au travers de la biométrie hein, qui a été mise en place sur les systèmes de contrôle automatique. Bah, la biométrie, les fraudeurs ont inventé, si je puis dire, le deepfake. On le voit, alors,
pour l'émission qu'on connaît là sur TF1, C'est Canteloup, on fait parler la personne. Aujourd'hui, il y a des logiciels qui permettent de faire parler la personne, de faire bouger la tête à droite, à gauche, ouvrir la bouche, cligner un œil, passer la main devant le visage s'il le faut, dire quelque chose. Il y a des outils qui sont à disposition potentiellement des fraudeurs. Alors aujourd'hui, c'est encore un peu onéreux pour eux, mais pour quelques centaines d'euros, on arrive à se faire quelque chose d'assez sympathique. Et derrière, si on fraude sur un crédit conso, les montants sont importants. Donc aujourd'hui, malheureusement, c'est une course entre fraudeurs et entreprises qui vont lutter contre la fraude. Malheureusement, faut des moyens. Il faut des moyens. Il faut savoir qu'il y a différents acteurs. Je pense qu'on en parlera un petit peu tout à l'heure. Mais il faut que ces acteurs aient une puissance financière permettant justement de mettre des contrebalances pour bloquer ces nouveaux fraudeurs avec ces nouvelles technologies. En effet, comme tu l'as dit, c'est une course, il faut des moyens. Alors peut-être que en plus des moyens financiers, les moyens sont amenés à être humains et notamment dans la jeunesse, et ça me permet de faire la transition. Donc comme je le disais, BICEF, qui est la première école de France spécialisée dans les métiers de la lutte contre la fraude, au sein de laquelle nous avons la chance de t'avoir comme enseignant donc depuis la première année de création de l'école. Alors tout d'abord, est-ce que tu peux nous rappeler ce que tu enseignes à nos étudiants? D'abord, je vais remercier quand même BICEF d'avoir fait appel à moi, parce que ça m'a permis de voir aussi, les cheveux blancs font que, mais ça permet aussi de transmettre le savoir au-delà des entreprises, auprès des jeunes qui demain vont être devant justement ces fraudeurs, ou derrière, si je puis dire. Donc il faut absolument qu'on forme des jeunes justement pour lutter contre la fraude documentaire et identitaire, et au sein de BICEF sur un ensemble de paramètres. Donc ça, c'est important, et j'ai vraiment plaisir à donner ces cours au bachelor, au master 1, C'est un au master plaisir 2. entièrement partagé de t'avoir à l'école déjà, je tiens à te le dire. Merci à toi. Merci à Adrien, bien sûr. Et donc aujourd'hui, je leur donne des cours qui vont leur permettre d'avoir une vision de la fraude, comment détecter le faux document sur la base d'un document physique, comment détecter la fraude sur la base d'une image, d'un document sous forme numérique, en image, puisqu'il y a ça aussi, de plus en plus la dématérialisation dans les échanges avec le citoyen font que il y a des failles dans le système qui vont permettre aux fraudeurs de présenter des images falsifiées ou contrefaites. Et puis, on a également la détection de la fraude sur la base de vidéos. Donc là, c'est des petites choses supplémentaires, puisqu'on va détecter des éléments de sécurité qui vont, on va dire, changer de couleur ou autre. Donc ça peut être des hologrammes, c'est des encres optiquement variables. Donc il faut pouvoir savoir comment contrôler les documents. Mais fondamentalement, ce que je leur dis aux jeunes, c'est les données de l'individu qui nous intéressent, du client, puisque là, on va l'appeler client, le fraudeur sera l'individu. Donc, on va se concentrer sur les données du client. Ensuite, à partir du moment où on n'a pas trop de doutes sur ces éléments-là, on va éventuellement faire d'autres contrôles. Mais focalisons pas sur tout ce qui brille. Tout ce qui brille n'est pas or. Un hologramme, c'est bien, mais ça ne fait pas l'identité de la personne. Donc, c'est ce que je leur apprends au quotidien. D'accord. Et autre question que je me pose du coup, sur cette formation que tu donnes à nos étudiants, est-ce que tu ne leur apprends que à analyser des documents d'identité, type carte d'identité ou passeport, ou est-ce que est-ce que tu ne leur apprends qu'à détecter que les faux documents français? Non, là, on va ouvrir, on ne va pas se limiter, évidemment, un petit peu plus, peu le moins. Donc, on va d'abord se concentrer sur l'identité, bien sûr, ça fait partie des étapes des cours. Donc, les documents d'identité, français et internationaux, européens et internationaux, c'est-à-dire que n'importe quel pays. Moi, je leur donne une méthode de contrôle qui est la même pour n'importe quel document. Après, des trucs et astuces sur certains pays, parce qu'on sait un petit peu quelles sont les tendances de la fraude sur les documents. Sur les documents français, on les connaît tellement bien, et c'est les documents les plus fraudés. Je pense à l'ancienne carte d'identité, c'était la carte qui détenait tous les records de fraude. Donc, je leur donne des trucs et astuces pour les écarter en quelques secondes. Éviter de passer 3 heures sur l'analyse documentaire. Donc, documents d'identité, carte d'identité, passeport, titre de séjour, qu'ils soient français ou internationaux, mais on va plus loin puisqu'on va apprendre
dans ces cours les justificatifs de domicile, les différentes techniques d'utilisation, de détection de la fraude. Il y a des liens Internet, il y a des QR codes, il y a tout un tas d'éléments qui nous permettent de faire des contrôles de cohérence sur les polices de caractère. Enfin, tout ça fait partie des cours et des formations qu'on donne, mais on en parlera un petit peu plus loin aussi, mais aussi de revenus. Également, sur tout ce qui est dans le monde de l'assurance, les relevés d'informations sur le bonus-malus, enfin, tous les documents, les données bancaires, le relevé d'identité bancaire, c'est très important. Beaucoup de fraudes au relevé d'identité bancaire. Donc, on donne quelques éléments qui leur permettent d'être plus armés contre la fraude à l'issue de leur parcours à l'école. Notamment en M2, hein, puisque là, elle a un parcours complet. Et, Master 2, pardon. Et sur tous ces documents sur lesquels tu traites, est-ce que tu pourrais me dire lesquels sont les plus fréquemment fraudés? Bah, comme je disais tout à l'heure, la carte d'identité française, ça, l'ancienne version. Hein. La nouvelle version, je m'attendais à, on va dire, des contrefaçons qui soient un petit peu plus reculées dans le temps, mais j'ai déjà vu des contrefaçons, des falsifications. C'est toujours les mêmes raisons qui conduisent à falsifier. C'est pour ça que je leur donne des éléments d'aller vérifier certains points caractéristiques du document concernant les données du titulaire pour justement mettre en échec ces falsifications, voire ces contrefaçons. Et donc, avec ça, on a également, on a quand même beaucoup de documents étrangers. Hein. Là, actuellement, la carte d'identité italienne fait l'objet de falsifications de contrefaçons en masse. On a également les passeports belges, les passeports portugais, espagnols, ou cartes d'identité espagnoles, beaucoup de contrefaçons. Voilà, il y a beaucoup, on ne va pas citer les mauvais pays, mais les mauvais pays, parce qu'ils ne sont pas mauvais, mais c'est l'actualité qui fait que. En Italie, vous imaginez bien que, compte tenu des flux migratoires, on a des besoins, les fraudeurs ont des besoins. Les personnes qui sont en situation régulière vont être tentées d'acquérir ces titres d'identité. Donc on peut avoir des pourcentages qui sont très importants. Le problème, c'est que faut pouvoir les détecter en amont. Ce n'est pas les outils en automatique qui vont permettre de les écarter. C'est ça le problème. Donc l'entreprise, qu'elle soit banque, logement, hein, je forme également des entreprises qui louent des logements sociaux, etc. Et ils sont confrontés au même problème, hein, les assurances, tout. Enfin, tout le monde est confronté, les grandes entreprises pour l'embauche, etc. Donc, ils ne peuvent pas constater s'ils ne sont pas formés. Et puis, au-delà des documents d'identité, les justificatifs de domicile font l'objet de beaucoup, beaucoup de fraudes. Donc, il y a aussi là quelques méthodes, quelques réflexes, enfin une méthode sur l'ensemble des justificatifs et quelques réflexes, trucs, astuces que je leur donne. Après, évidemment, les revenus, voilà. C'est un peu dans cet ordre-là. Dans tous les cas, la majeure partie du temps, ce qui se passe, c'est que quand le dossier est frauduleux d'un client, il passe souvent par la case fausse carte d'identité ou faux passeport à l'origine. Le reste peut être faux aussi, mais si on fait attention, voilà, si on fait bien attention, on va écarter le dossier dès le départ. Okay. Je vois. Alors, tu viens de parler à l'instant de l'importance de la formation également en entreprise, et c'est également une thématique qui t'est chère, puisque en plus de donner des cours à l'école, alors bien avant hein, d'ailleurs, tu étais déjà formateur et professionnel dans le domaine de la fraude documentaire. Donc tu formes des professionnels en entreprise, que ce soit des banques, des assurances, des fintechs. La question que l'on se pose, c'est est-ce que la formation que tu proposes dans le cadre des formations professionnelles est la même que la formation que tu proposes dans le cadre de cours auprès de nos étudiants? Alors, ça ressemble à 90% à la formation que je donne aux étudiants, aux jeunes. Maintenant, je vais adapter les formations par rapport aux besoins du client, bien sûr. Celui qui fait de la banque, exclusivement de la banque, je ne vais pas lui parler des relevés d'informations du monde de l'assurance. Voilà. Après, celui qui ne s'occupe pas de la partie revenu, ou dans le monde du logement, le justificatif de domicile ne nous intéresse pas. Le revenu va être intéressant, mais pas le justificatif de domicile, ça va être l'identité, les revenus dans le monde de l'immobilier. Dans le monde des transports, ça va être là encore autre chose. Donc je vais adapter évidemment ces formations, c'est ce qu'on fait hein, dans le cadre des formations qu'on dispense avec Raison, hein, la société qui nous
rassemble aujourd'hui. Et après, bah, ça peut être aussi par rapport à des référents fraude, on va leur donner des petits plus. D'accord. Et surtout, c'est qu'on les accompagne au quotidien. Là, les jeunes, on les accompagne pendant 2 ans, 3 ans s'ils ont fait un bachelor. Après, la formation continue, il faut que l'entreprise bah, s'y attelle. Les tendances de la fraude, bah, celles de 2021 sont plus celles de 2023 et seront plus celles de 2024. Donc les jeunes qu'on a formés il y a 2 ans, aujourd'hui, ils vont avoir besoin évidemment d'une mise à jour de leurs connaissances et de leurs compétences. Et justement, puisque tu parles de formation, alors comme tu le sais, depuis le 1er mars 2021, l'ANSSI a édité un référentiel d'exigences pour encadrer les PVID. Et je voulais voir avec toi, parce que je sais d'ailleurs que tu accompagnes certaines entreprises afin d'obtenir cette certification. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que c'est difficile d'obtenir la certification? Alors oui, donc c'est les prestataires de vérification d'identité à distance, hein, ce qu'on appelle les PVID, donc qui ont l'obligation de respecter, on va dire, des exigences qui sont été définies par l'ANSSI, euh, dans le cadre d'un protocole de sécurité des données, de contrôle, de la formation. Et donc, au travers Raisonne, on a formé évidemment des acteurs de ce monde-là qui se sont lancés dans la certification. Mhm. Aujourd'hui, bah, je suis heureux d'annoncer qu'on en a quand même 3 qui sont quand même. On a participé à cette certification sur 3 acteurs importants, les plus importants, je pense, de la place. C'est très compliqué quand même. Ça ne s'obtient pas la certification aussi facilement que ça. L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information s'appuie sur une compétence en termes de détection de la fraude de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, donc IRCGN. Et donc cet institut va être chargé de réaliser des tests auprès de ces acteurs. Donc vérifier qu'ils écartent bien tout ou la majeure partie des documents frauduleux qu'ils auront passés dans les outils de contrôle automatique. Contrôle automatique et contrôle par l'humain. Et dans ce référentiel d'exigence, il est indiqué que les prestataires doivent faire l'objet d'une formation. Alors, pour l'instant, on ne définit pas le niveau de formation de qui a les qualifications de cette formation. Ce que je peux dire, c'est que bon, on en a accompagné quelques-uns et qui ont réussi cette certification, donc on ne doit pas être si mauvais que ça quand même, hein. Voilà. Donc c'est important parce que tout le monde n'est pas formé à la détection du faux euh, sur la base de l'image ou de la vidéo numérique. Donc il faut quand même avoir, on va dire, un certain recul pour pouvoir acquérir ces connaissances et transmettre ce savoir aux équipes de ces prestataires de vérification d'identité à distance. Mais ils ont un protocole qui est assez simple. Vous avez des opérateurs qui font un contrôle documentaire, et puis derrière, en cas de doute, ça passe chez un référent. Le référent doit avoir un niveau supérieur dans la détection de la fraude et potentiellement des moyens supplémentaires pour pouvoir valider que c'est un document frauduleux ou remettre le dossier dans le circuit parce que bah, il y a ce qu'on appelle des intravariabilités qui fait que bah, il y a des documents qui peuvent bah, être légèrement différents d'un spécimen qu'on peut avoir dans les mains. Par exemple, en gros, tu as par exemple des cartes d'identité espagnoles. Et ben, il y a plusieurs versions dans ces cartes d'identité espagnoles parce qu'il y a 5 régions qui ont leur propre langue. C'est ce qu'on appelle les intravariabilités, c'est qu'il y a des petites différences par rapport au référentiel qu'on peut acquérir. Référentiel PRADO, hein, PRADO, espace EU, c'est mis en place par l'Union européenne et donc ça permet d'avoir un certain nombre de modèles qui nous permettent de faire des analyses comparatives avec les documents que les clients envoient. Eh bien, merci Olivier, et merci à vous de nous avoir écoutés. Alors, avant qu'on se quitte, nous avons bien entendu une petite question, et pour cette semaine, je vais laisser Olivier vous la poser. Merci Jean-Marc, merci pour cet échange. La question que je me pose et qui serait peut-être intéressant qu'on se la pose tous ensemble, c'est de se dire, on connaît des fraudeurs, on les a identifiés. C'est des faux noms, c'est des faux documents, c'est des faux numéros de titre. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant de se créer une base nationale qui permettrait justement de référencer ces fraudeurs et que ce soit accessible à l'ensemble des entreprises référencées, agréées par l'État, l'ANSSI, l'ANTS par exemple. Ça serait peut-être une bonne idée. On a quelque chose d'assez similaire au niveau de l'Agence de la lutte contre la fraude à l'assurance. Pourquoi pas le déployer au niveau national pour l'ensemble des grands acteurs qui subissent la fraude?
Merci Olivier, nous vous laissons nous faire vos retours dans les commentaires et nous vous souhaitons d'excellentes fêtes de fin d'année. Rendez-vous en 2024 pour plus de podcasts et plus de surprises avec BeSafe.